La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Le basketball, c'est mieux à la radio. Vous êtes bien sur Radio Off Basket. La radio qui vous parle de NBA, la radio qui vous écoute. Basketball, c'est mieux à la radio. Downtown. LeBron playing some defense, slapped it away, but at least you play defense for a portion of the game. Well, Dwayne Casey can talk all he wants. I think the biggest voice there, nice bounce pass from LeBron. The teams with start playing real basketball as Curry flips to the corner to DeRozan, and he knocks down a three. You would see the games would get a little heated late third quarter as Kyrie Irving slips one in, take five. So we can see their best shots and we can see their best defense. And as Coach Casey said, you don't want to send the wrong message to fans around the world. Westbrook. And you're on Team LeBron. Harden on a step back three that came up short with Durant having a hand right in the face. And then they go. Russell Westbrook was going to win his third straight All-Star Game MVP, and then out of nowhere. Bonsoir, bienvenue à tous, bienvenue sur le parquet de la Radio Off. Vous, pour ceux qui suivent le talk show de cette radio depuis un certain temps, vous avez reconnu ma voix, c'est bien moi, Oncle Phil Basket. Oncle Phil Basket bien disposé, bien positionné pour ce talk show Total Africa NBA. C'est le moment de faire le point sur l'actualité africaine en NBA, et aussi on n'oublie pas l'actualité en veux-tu, en voilà. Il y a toujours des choses à dire concernant l'actualité de la NBA, des questions à poser, des avis à donner et des appréciations à juger. Ah, voilà comment ça se passe sur le parquet de la radio. Allez, sans plus tarder, on démarre avec la présentation des panélistes. On va aller du côté d'Angers, on va accueillir le Doc ONP qui est bien positionné pour ce talk show Total Africa NBA. Le Doc ONP, bonsoir, comment vas-tu? Oui, bonsoir tout le monde. J'espère que la semaine s'achève bien, tout le monde. Donc, on est là présent. On est là, on va finir la semaine en beauté sur le parquet. Ça va bien, le Doc NP. Merci d'être connecté avec nous. C'est un réel plaisir, comme d'habitude. On est toujours très heureux de te savoir connecté sur le parquet. On a Missy depuis Paris qui est avec nous. Bonsoir Missy, comment vas-tu pour Total Africa? Bonsoir. On est là, on est ensemble. Et bonsoir à tous les auditeurs. Pour démarrer cette émission, une petite pensée pour les victimes de Massang au Cameroun, où un pont s'est écroulé au passage d'un camion transportant 30 personnes. Il y a pour l'instant 8 morts et des blessés. Et donc, RIP à toutes ces victimes qui ont perdu la vie dans un accident de la route. C'était pas au programme, mais bon. À leur âme et condoléances à toutes les familles des victimes. À toutes les familles endeuillées. On va enchaîner. Alors, j'enchaîne avec le programme rapidement. Je vous rappelle, nous sommes dans Total Africa NBA. Et donc, la première partie de ce talk show est donc dédiée à ces joueurs africains qui représentent valablement le continent, avec leur performance, avec leur présence, avec leurs actions et aussi avec leur prise de parole. C'est comme ça que ça se passe dans Total Africa NBA. On va donc faire le point sur 3 dossiers concernant les joueurs africains. Le premier dossier, on va revenir sur la prise de parole du Camerounais Joel Embiid. Cette prise de parole, c'était cette semaine dans The Players Tribune, où le joueur s'est donc exprimé une fois de plus sur son ressenti par rapport à sa carrière et par rapport aussi à ses objectifs sur le plan personnel. Il a beaucoup, pour ceux qui ont pu lire cette prise de parole dans The Players Tribune. Pour ceux qui ne connaissent pas The Players Tribune, on rappelle le principe, c'est un média qui donne la parole à chaque athlète, puisqu'il ne s'agit pas que de basket. C'est un média où on parle tous les athlètes, tous les sportifs, quel que soit le domaine, peuvent s'exprimer, et ils ont une liberté de ton que l'on ne retrouve pas dans les médias classiques, on va dire ça comme ça. Donc c'est des opportunités comme ça qu'on a que peuvent avoir des athlètes de s'exprimer sur les sujets de leur choix. Et cette semaine, le Camerounais, le franchise player des Sixers, Joel Embiid, s'est donc exprimé sur sa carrière, sur ses ambitions.
On va lire cette prise de parole et partager ces réflexions ensemble. Un deuxième dossier, ce sera le dossier de son compatriote Pascal Siakam. Vous le savez, Pascal Siakam qui est revenu, il a redémarré depuis dimanche dernier. La dernière fois qu'on avait parlé de Siakam, c'était dans le dernier Total Africa NBA avec son retour. On va analyser les performances de Pascal Siakam depuis son retour et on va un peu se pencher sur les attentes pour la suite de la saison. On a vu certaines choses nous ont plu, d'autres nous ont déplu. On va revenir dessus et on va un peu donner notre vision de ce que va nous apporter, de ce que va nous proposer Pascal Siakam pour le reste de la saison. Et le troisième dossier, ce sera celui de Emmanuel Mundiaye. Emmanuel Mundiaye, le meneur du Jazz, qui s'est exprimé dans un média où il s'est exprimé sur le thème de sa discussion avec ce média. Je vais revenir sur le nom du média tout à l'heure, où il s'est exprimé sur ce que veut dire être joueur africain en NBA. Je répète, ce que veut dire être joueur africain en NBA. C'est un thème que j'ai trouvé très intéressant lorsque j'ai parcouru cet article cette semaine. Et je vais donc, on va partager ça avec vous et on va le commenter ensemble. On n'oublie pas aussi les news et encore des news. La sonnette d'alarme alerte Houston ne s'est toujours pas arrêtée. Elle continue de sonner de plus belle avec la défaite des Rockets face aux Lakers de Los Angeles. LeBron James qui les a bien ratatinés, on va dire ça comme ça, malgré un bon Russell Westbrook. Mais si tu veux dire quoi, rapidement? C'est même pas LeBron James, c'est Kyle Kuzma placé sur Westbrook. C'est Westbrook, voilà, Kyle Kuzma qui l'a étouffé carrément, voilà. Et cette décision a été prise par l'autre coach des Lakers, Rajon Rondo. Voilà. C'est Rondo qui a suggéré que ce soit Kyle Kuzma. Eh ben, il a fait le boulot. On reviendra dessus, bien entendu, pendant ce talk show. Et on fera aussi le point sur les autres news de la NBA. On n'oublie pas de préciser qu'il y a des matchs en cours dans le talk show de ce soir. Il y a plus de matchs. Parce que j'ai pas regardé, là. J'ai pas encore regardé. Je suis en train de lancer. Un peu plus tard. Il n'y a que 2 matchs aujourd'hui, en fait. Je suis devant mon tableau de bord là pour confirmer ce que tu es en train de dire, puisque je viens de me connecter là. Donc on a le Heat de Miami qui a terminé son match face aux Spurs et on aura les Pacers qui vont affronter les Nuggets à partir de 2h du matin. Voilà. Tu dis le doc? Je disais gros match en perspective deux équipes qui peuvent payer ça demain, parce que demain tout le monde joue, c'est le Martin Luther King Day. C'est pour ça qu'il y avait que match aujourd'hui, grosse journée de basket. Gros match, hein. Pacers Nuggets, ça va être physique. Ça va être un gros match. Il n'y a que 2 matchs aussi à cause de la NFL. Hein. On va enchaîner. Je vais d'abord poser la question au Doc ONP. Est-ce qu'il a une pensée particulière par rapport à l'actualité basket, que ce soit sur le plan de la NBA ou sur le plan mondial? Est-ce qu'il a envie de partager quelque chose avec les auditeurs avant qu'on enchaîne? Non, pas forcément. Hein. Le retour, peut-être un truc qui conforte ce que je dis depuis quelques semaines et que je ressens, mais vraiment, hein, je sais pas pourquoi. On a vu pour les amoureux de la franchise canadienne Toronto, le retour de leur roster est en train de faire peur à toute la NBA. Hein, et petit à petit, les gens vont se rendre compte qu'au complet, ils vont terroriser les gens. Hein. Là, ils sont pas encore à 100%, mais la machine est déjà repartie. Le retour de Siakam, dont on va parler tout à l'heure, et de Gasol, plus Powell, la veille avait fait mal. Van Vliet est revenu le lendemain faire le boulot avec Laurie, alors que la veille, c'était Gasol qui avait artillé.
là, cette équipe commence, les gens vont se rendre compte que finalement, le favori n'est pas tant les Bucks que ça. On reviendra sur eux tout à l'heure. Missy, est-ce que tu as une pensée basket avant qu'on enchaîne avec le programme? Moi, une pensée, c'est Zion Williams que j'ai vu dépiter sur le banc des Pelicans. Les Pelicans qui avaient quand même une large avance sur les Clippers et finalement les Clippers qui les coiffent au poteau avec un très bon Kawhi Leonard, Arez Montrez, surtout un grand Lou Williams qui a fait le boulot, quoi. Ouais. Lorsque vous êtes en galère, appelez Lou Williams. Quatrième carton, il dit clutch, il adore ça. Il adore ça de se dire que ils aiment se faire peur, les Clippers. Et puis, quand ils sont dans un mauvais pas, ils sont toujours tirés du mauvais pas par ce fameux Lou Williams. Voilà. Allez, les amis. Voilà. Allez, les amis, on enchaîne avec la suite talk show. On va commencer par les prises de parole. La prise de parole de Joel Embiid, c'était dans The Players Review. On partage ça avec vous. Restez bien connectés. La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Le basketball, c'est mieux à la radio. La suite du talk show. Vous avez reconnu la musique de France Nord. Nous sommes dans la première étape de ce podcast. On fait le point sur la prise de parole de Joel Embiid. C'était dans The Players Tribune et je vais donc partager avec vous ces déclarations et vous allez comprendre. Ça va nous permettre de comprendre l'état d'esprit de Joel Embiid. Alors il commence. Alors je lis. Vous m'écoutez et puis je lis. Si vous souhaitez réagir, si vous souhaitez me couper, vous n'hésitez pas. Je m'arrêterai et puis on fera le point sur un point s'il n'y a pas de souci. Alors il démarre en disant. Alors c'est presented by Under Armour. Faut quand même préciser, faut quand même rappeler. Faut quand même rappeler que l'article est signé Under Armour, c'est quand même son équipementier. Voilà, je voulais quand même le dire. Allez, j'enchaîne avec ce qu'il dit. Alors il dit, j'ai une petite histoire pour vous. En fait, je ne sais pas combien de personnes le savent, mais juste après avoir été sélectionné à la draft en 2014, j'ai pensé m'éloigner du basket. Je n'exagère pas, j'ai sérieusement envisagé de me retirer du basket avant même d'avoir joué un seul match. Le doc, tu es là, non? Le doc est là? Tu écoutes, ok. Il dit, cela n'avait rien à voir avec mes blessures. Vous savez, le corps, il peut guérir, mais la douleur la plus difficile, c'est celle qui vient du cœur. C'est beaucoup plus compliqué de guérir lorsqu'on a ce genre de douleur. Quand tu parles de ma vie, lorsqu'on parle de ma vie, Joel Embiid, il dit, l'on doit aussi parler de mon frère Arthur. Il est impossible pour moi de raconter ma carrière, mon histoire sans penser à lui. Je pense que nous avons tous une personne dans notre vie qui dégage toujours une pensée positive. Cette personne qui est tout juste là pour vous apporter de la joie et qui reste enracinée en vous. Vous. Le jour où j'étais censé me rendre à mon premier camp, le camp avec Lungba Mouté, Basketball Without Border. Il rappelle qu'il n'avait que 16 ans et il dit j'avais presque tout gâché parce que ce jour-là j'étais à la maison à me détendre avec mon frère alors que j'avais été invité au Basketball Without Border. Mais le premier jour de ce camp, il dit le premier jour je ne me suis pas présenté au camp. J'avais trop peur et j'avais passé la journée à la maison à jouer à FIFA avec mon frère Arthur.
Notre mère était partie en vacances. Elle a toujours été très stricte sur les devoirs et nous avons dû saisir cette occasion pour nous détendre aux jeux vidéo, lui et moi. Pour moi, c'était la chose la plus amusante du monde et ce n'était pas comme si je pensais avoir la moindre chance d'aller en NBA ou même d'aller à l'université aux États-Unis. Ce n'était même pas un rêve. Je ne savais même pas que je pouvais jouer au basket de façon professionnelle. Alors, je me suis caché dans ma maison avec Arthur et nous avons passé la journée à jouer à FIFA. Le lendemain, après, mon père a découvert ce qui s'était passé. Il s'est assuré que j'allais respecter mes engagements il dit je me souviendrai toujours de ces moments que j'ai passé avec Arthur. Il dit après le camp Basketball Without Border, les choses se sont accélérées. J'ai eu la chance de venir aux États-Unis, ce qui était une bénédiction. Cela signifiait que je ne pouvais pas rentrer au Cameroun après un très long moment. Lors de la draft en 2014, Arthur, que je n'avais pas vu Arthur depuis 3 ans, mais il suivait ce qui se passait dans ma carrière, il suivait mon voyage, il regardait ce qu'il se passait. Il dit malheureusement j'ai dû me faire opérer du pied avant la draft et Arthur est venu me rejoindre pour me voir. Les médecins avaient diagnostiqué des caillots sanguins au niveau de mon pied. Donc je ne pouvais pas me déplacer parce que il raconte qu'il s'est fait soigner dans la côte ouest et que son frère Arthur, lorsqu'il est venu le rendre visite, il était sur la côte est, c'est-à-dire à Philadelphie, je suppose. Et lui, il était en Californie pour se faire soigner. Donc ils n'ont pas pu se voir vraiment pendant cette période-là. Il dit nous avons parlé de comment est-ce que j'allais revenir en bonne santé et mon frère était assez excité de savoir que j'allais jouer en NBA et que j'allais affronter des stars comme Kobe Bryant, Stephen Curry ou encore Kevin Durant. Il n'avait que 13 ans et il était très très heureux pour moi. Puis 4 mois plus tard, j'ai reçu cet appel. Arthur avait été impliqué dans un accident de voiture. Il avait été renversé par un camion. Juste comme ça, mon frère était parti. Il était tellement plein de vie et d'une manière ou d'une autre, il était la personne la plus importante dans la mienne. Personne ne pouvait croire qu'il était parti. Ce fut un choc pour toute notre famille et honnêtement, c'est quelque chose dont nous sommes toujours confronté. Je n'ai pu rentrer chez moi que quelques semaines pour ses funérailles. Quand je suis revenu à Philly, j'ai continué à réhabiliter en essayant de m'améliorer, mais j'étais très très mal dans ma tête avec la disparition d'Arthur. Je voulais quitter le basket, je voulais laisser le jeu, je voulais rentrer au Cameroun chez moi, rejoindre ma famille. Et vous savez, ma vie, c'est comme un film où quelqu'un m'a assis dessus et m'a mis un ballon dans les mains et tout est allé très vite par la suite. J'ai vraiment dû regarder en moi pour retrouver cette joie de jouer au basket. Chaque matin, à mon réveil, je me disais que j'avais le choix. Je pouvais abandonner ou alors continuer à jouer. J'ai vraiment dû me rappeler pourquoi j'aimais le basket d'abord. Il n'y a pas si longtemps, nous étions que des enfants tout maigres qui s'amusaient dans un parc au milieu du Cameroun, se cachant de notre mère, essayant de ne pas faire nos devoirs. Ce n'était pas si grave, on ne faisait que s'amuser alors quand on était plus jeune. Il dit, j'ai donc continué à m'entraîner tous les jours, ça craignait, mais je voulais prendre un avion, je voulais prendre un vol pour rentrer chez moi, je voulais tout arrêter. Mais j'ai continué à travailler tous les jours pendant 2 ans pour essayer de revenir en bonne santé et pour aller mieux, pour essayer de faire un pas sur le terrain. J'avais l'impression que si je faisais ça, mon frère allait être fier de moi. Chaque jour, je faisais un petit pas en avant. Il n'y avait pas de tricherie. Il dit, vous savez, face à l'adversité, vous ne pouvez pas tricher, vous ne pouvez pas contourner l'adversité, vous ne pouvez que avancer. Peu importe ce qui se passe, vous devez avancer. Et il dit à tous ceux qui luttent en ce moment et à tous ceux qui ont envie d'abandonner leurs rêves, je vous le dis, faites juste un pas en avant.
faites juste un pas l'un après l'autre. J'aime beaucoup cette partie de son discours. Et il enchaîne en disant, alors j'enchaîne avec la suite du discours. Il dit, le jour où j'ai pu jouer en vrai devant la foule de Philadelphie, après 2 ans d'attente, j'ai pensé que j'allais sortir du tunnel et je pensais que la foule allait me huer. Pour de vrai, je pensais que les fans des Sixers allaient me huer puisque j'étais absent depuis quand même assez longtemps. Ensuite, je n'oublierai jamais ce qui s'est passé puisque suite à une action où j'ai scoré sur la tête de Russell Westbrook, toute la foule était devenue folle. Tout le monde était avec moi. J'étais très heureux. C'était l'un des meilleurs moments de ma vie. Il dit, je ne pouvais vraiment pas croire à quel point les Philadelphie me soutenaient. Au cours des dernières années, ils ont toujours montré leur soutien et c'est la plus belle chose qui me soit arrivée. Et il est revenu aussi sur l'élimination en play-off en 2018. Il explique pourquoi il a été si ému lors du match 7 face à Toronto, lorsque Kawhi a pris ce tir déséquilibré au buzzer. Il dit quand il a vu le ballon rebondir 1 fois, 2 fois, 3 fois, il ne pouvait pas croire que Kawhi allait scorer, que le ballon allait rentrer. Et puis quand le ballon est rentré, il s'est mis à tout s'est écroulé, on va dire ça comme ça. C'est comme ça qu'il interprète. Il dit je ne pense pas avoir jamais montré autant d'émotions sur un terrain de basket. Le basket, ce n'est pas la vie ou la mort, mais il s'agissait vraiment de quelque chose de très important et je n'ai pas pu arrêter les larmes qui ont coulé sur mon visage et je voulais partir, je voulais rejoindre ma famille. J'ai dû vivre avec ce regret presque tout l'été et je me suis blâmé. J'aurais peut-être pu bloquer le tir de Kawhi Leonard. Peut-être que nous aurions pu être sur ce podium au lieu que ce soit Kawhi et les Raptors. Nous ne le serons jamais. Tout l'été, chaque fois que quelqu'un a posté cette photo de moi et de Kawhi regardant le ballon accroché, je n'ai même pas pu cliquer. Je voulais qu'il soit brûlé dans mon cerveau comme une motivation. Et tu sais quoi? Au final, les Raptors méritaient véritablement ce titre. Ils ont véritablement joué très dur. Et ils méritaient cette victoire. Chaque gars de cette équipe ont fait la petite chose qu'il fallait pour gagner. Et c'était une leçon que nous devrions apprendre en tant qu'équipe. Et je pense que nous l'apprenons. Nous savons ce que c'est cette saison. Il dit, vous savez, nous sommes entrés cette saison pour dire à quel point nous voulons ce titre NBA. Nous voulons gagner, nous voulons être champions. Mais il ne suffit pas d'en parler. Il faut concrétiser les choses. Il dit, tu dois te battre tous les soirs. Ne faites pas attention si j'hésite, parce que je traduis en même temps ce que je vois. J'ai le texte en anglais, donc je traduis en même temps en français. Donc si vous voyez que j'hésite un peu, ne faites pas attention. Ne faites pas attention. Alors il dit, écoute, je sais que ça craint. Personne ne se sent plus mal que moi par rapport à cette élimination des Sixers en face aux Raptors. Mais ce n'est rien comparé à la disparition que j'ai pu à ce que j'ai pu ressentir quand j'ai perdu mon frère. Il dit je vais revenir après je suis blessé en ce moment, mais je vais revenir et je serai beaucoup plus concentré, toujours beaucoup plus décidé à aider mes coéquipiers à gagner. Il dit nous allons réussir ce truc, nous allons réussir à gagner et nous allons faire tout notre possible pour avancer en play-off. Il dit je vous le promets, c'est une promesse que je vous fais, mais je dois vous le dire maintenant, la seule chose qui m'importe, c'est de jouer mon meilleur basket. Il dit je n'ai que de l'amour pour des légendes comme Shaq et Charles Barkley que je respecte malgré ce qu'ils disent sur mon jeu, mais je n'ai jamais vraiment voulu être un pivot traditionnel comme Shaq dans les années 90. Alors là, il revient sur les éléments qu'on avait déjà partagés ensemble quand il a déclaré qu'il ne voulait pas jouer comme un pivot classique, mais qu'il voulait jouer un peu, il voulait mettre un peu de Kobe, un peu de Kevin Durant, un peu de Steph Curry dans son jeu. Il dit je suis un étudiant du jeu. Il dit si nous allons gagner un titre, je dois être un peu de Dream, je dois être un peu d'Allen Iverson, je dois être un peu de Kobe Bryant. C'est comme ça que je vois, c'est comme ça que je me vois.
C'est comme ça que je me vois et je dois être honnête avec vous. Nous sommes en 2020, donc je travaille avec l'actualité de mon temps. Je ne travaille pas en pensant que ce n'est juste qu'un rêve. Je suis très sérieux dans ma manière d'aborder ma carrière, la façon d'aborder mes matchs, la façon d'aborder mon travail avec mes coéquipiers. Donc, une fois que j'aurai ce trophée dans les mains, peut-être que je serai, peut-être que le MB de rigolo que vous aviez connu sera de retour. Mais pour l'instant, je n'ai qu'une chose en tête. J'essaye de gagner ce putain de titre. Voilà pour Joel Embiid qui termine de façon délicieuse sa prise de parole sur The Players Tribune. J'essaie de gagner ce putain de titre cordialement, Joël. Voilà, on va commencer par écouter Missy et on va écouter le doc. Le doc, tu as entendu tout ce qu'on a dit, non, le doc? Oui. Ok. Missy, comment est-ce que tu réagis à ce que tu as entendu? Alors, moi, je résume juste mon ressenti rapidement. Je résume mon ressenti rapidement pour préciser qu'après avoir lu et relu ce texte plusieurs fois, j'ai véritablement le sentiment que Joël essaye un peu d'expliquer son état d'esprit de ces dernières saisons, et je pense que cette envie de décrochage du basket, je pense que ce était réel. Je pense cette disparition de son frère a véritablement pesé sur lui, et je pense que ça continue à peser sur lui. C'est quelque chose sur lequel il revient régulièrement. Bon, c'est autant de choses qui pèsent sur son mental, mais je pense que lui aussi, il a envie de tourner un peu cette page du titre, de ce tir de Kawhi Leonard qui tombe et qui élimine les Sixers de Philadelphie. Voilà un peu ce que je ressors de ce que j'ai lu. Missy, comment tu réagis à ce que tu as entendu? Oui, ce qui est arrivé en Bible, c'est ce qu'il arrive parfois dans nos familles aussi à nous, hein. Je me souviens de mon petit frère disparu en 99. Gamin, il s'en va à la mer, à Palavas-les-Flots. Il revient jamais. Il revient jamais. Mais dans le temps où il a passé à la mer là-bas, il est mort à la mer après avoir été accepté au centre de formation de Montpellier. Nous sommes au milieu de l'été, il doit intégrer le centre de formation. C'est du football, hein. Oui. Il doit intégrer ce centre de formation à la rentrée en septembre. Il meurt au milieu de l'été et ça a énormément affecté notre famille. Disparition d'un gamin brillant, talentueux, scolairement parlant, il a coché toutes les cases. Mais sauf que il était dans une zone de baignade interdite. Dans les familles, il y a beaucoup de familles qui sont brisées. Quand un drame survient comme ça, c'est ce qui s'est passé pour Joël Embiid, c'est ce qui s'est passé pour Pascal Siakam aussi, avec la mort de son père. Et à un moment donné, quand quelqu'un est autant proche de vous, vous perdez pied. Et il faut quelque chose pour vous raccrocher simplement à la vie. Parce que lui, ce gamin Yves, paix à son âme, Yves, quand il est parti, dans notre famille, tous qu'on le connaissait, c'était un gamin extrêmement apprécié. On a essayé de trouver qu'est-ce qui pouvait nous raccrocher à la vie. Jusqu'aujourd'hui, c'est encore très douloureux pour notre famille. L'émotion est extrêmement vive. C'est ce que vit Joël Embiid, c'est ce que vivent beaucoup de gens. Maintenant, lui, il a cette chance qu'il a eu ce basket à un moment donné, et à un moment donné, on commence à se dire, il faut faire quelque chose, on doit continuer d'avancer pour cette personne qui n'est plus là. La nature finit toujours par combler le vide. Et par moments, il y a ce moment où on oublie quand est-ce qu'il est décédé ou autre. Mais on l'a toujours présent parce que c'est pas les jours qui sont importants. C'est le souvenir que vous gardez de cette personne. Maintenant, lui, on était très dubitatif quant à ce qu'à quelqu'un qui n'a pas joué pendant 2 ans, peut-il jouer en NBA? On connaît cette ligue. Comment elle est pas facile. C'est pas question de maîtriser le tir ou pas. Et ce qui est bien avec lui, c'est qu'il a mis à profit
ce temps pour s'améliorer, améliorer son basket. Et quand il est revenu, le public l'a adoré tout de suite. Il l'a adoré tout de suite parce qu'il a amené, comme on l'a dit récemment, ce basket à l'ancien, ces moves qu'on a vus avec Olajuwon et d'autres, ces moves qu'on connaissait, qu'il a ressuscité chez un jeune public qui ne connaissait pas les Olajuwon et autres, qui n'avaient jamais vu ça. Il a tout de suite occupé la place, malgré qu'après il a eu une blessure, mais le public de Philadelphie a été tout de suite conquis. Rendez-vous compte des saisons entières que Philadelphie ne jouait plus les playoffs. Philadelphie a été pendant les dernières années l'une des pires équipes de cette ligue, ne gagnait que très peu de matchs. On pariait même pas sur eux pour revenir. Et puis il y a eu cette histoire de process qui a dépassé les frontières du Cameroun, de la NBA, qui a navigué même jusqu'en Chine. Partout dans le monde entier, on a parlé du process. Et ce processus, ça tournait autour de Joel Embiid. C'est plutôt bien réussi. Le fait de voir les Raptors plutôt bien placés et durant les dernières playoffs, on se dit c'est une équipe qui progresse. Maintenant, le mauvais avec cette équipe, c'est que tout ne peut pas aller bien, que quand Joel Embiid va être au sommet, il faut entourer Joel Embiid parce qu'on le sait, sa santé est fragile, sa santé est extrêmement fragile au niveau de son... c'est pas quelqu'un, c'est quelqu'un qui a besoin qu'on fasse de temps à autre du low management avec lui. Nous, on s'offusque pendant un temps parce qu'on dit, ah oui, il joue peu, il fait pas les back-to-back. Mais s'il va durer longtemps dans cette ligue, il faut beaucoup d'efforts pour qu'il se préserve un peu et c'est surtout sa condition physique qui doit se maintenir sur de longues années. Voilà. Oui. Voilà pour la réflexion de Missy. Voilà, il faut qu'il avance, voilà, et il faut juste qu'il avance. Lui-même, il l'a dit. Il faut avancer. Donc, NP, comment est-ce que tu réagis à ce que tu as entendu par rapport à Jojo, ton ressenti, quel est-il, le Doc NP? Oui, il a fait un récit juste et profond, parler avec son cœur mais c'est le type de récit, on n'a pas grand chose à dire, tu vois. Moi, je ne mets pas la douleur. On ne sait pas ce que la douleur, à part d'être à la place de la personne, mais on ne le saura jamais. On ne sait pas par rapport à la personnalité de chacun, qu'est-ce que des événements de la vie peuvent changer, apporter, modifier, perturber. Il y a trop de paramètres qui font que, et on le sait, le seul truc qu'on sait, c'est que mentalement, on a vu un Joel Embiid qui est assez faible mentalement, qui pourtant est arrivé en NBA avec cette force mentale, parce qu'il jouait sur le mental de ses adversaires et il les détruisait sur le terrain. On l'a vu, quelqu'un qui aimait le trash aussi, outre le jeu, mais il avait le trash talking à l'ancienne et il prouvait sur le terrain. Il a détruit beaucoup de ses confrères pivots comme ça. Même face à Russell Westbrook, qui est aussi une grande gueule, il y est allé et sur le terrain, il s'est pas démonté. Donc ça a aussi fait sa personnalité. Mais depuis un moment, on le sait, mais depuis un moment, c'est pas ça, c'est penaud, c'est pato, c'est pas. On a l'impression qu'il y a aucune révolte. Et son attitude, on s'est même posé si c'est physiquement, parce qu'on voit pas la révolte. C'est-à-dire que dans ce type d'équipe, où Butler n'est plus là pour prendre la révolte sur son dos et amener ses coéquipiers, on s'est dit que je pense que c'est ce qui déçoit un peu peut-être des gars comme Charles Barkley ou bien Shaq, c'est que c'était le type de joueur qui, face à une équipe un peu faiblarde, à un moment dit donnez-moi la balle ici et écartez-vous. S'il y a prise à deux, mais en même temps, s'il y a prise à deux, eux, ils ont eu, je me rappelle à Orlando, quand Shaq avait Dennis Smith comme artilleur
avec l'autre. Ils étaient 2 tireurs à 3 points terribles, là, plus Benny. Donc, ça faisait sa force que bon, vous me doublez, moi je vais m'en marcher dessus, mais au pire, je vais ressortir si vous doublez sur moi. C'est vrai que, bon, lui, il a perdu Reddick, autre chose, blablabla, mais dans l'attitude, on ne voit même pas le résultat. Parfois, rien que l'attitude fait que quand tu parles à tes joueurs, tu hausses la voix, tu aboies, il y a un aboyeur sur un terrain. Ils n'ont pas d'aboyeur sur un terrain, celui qui donne le ton verbalement. Et comme il est peut-être le talent dans les intérieurs, le plus grand talent depuis très longtemps, ça déçoit peut-être d'autres intérieurs qui ont été talentueux ainsi. Ça déçoit peut-être parce que eux, ils voient ça comme ça. Qui peut sonner la révolte de cette équipe? C'est lui. Ça fait 3 matchs que c'est Ben Simmons qui le fait quand il n'est pas là. Ben Simmons, on a plus de 20 points de moyenne depuis qu'il n'est pas là. Ça peut peut-être réveiller Ben Simmons. Ça peut être un mal pour un bien où Ben Simmons va se découvrir une âme de leader. On l'espère pour eux, mais sinon sans ça, c'est à lui. Il faut pas que ces démons, on fait avec. Chacun a une histoire. Son histoire est très touchante. Ça peut-être ça le marque, ça fait remonter des vieux démons. Mais chacun a une histoire. On a des joueurs là qui ont perdu leur femme pour les cancers. On a d'autres qui ont perdu un proche, perdu un parent, perdu un enfant. Chacun a une histoire et essaye de faire avec. Après, nous ne sommes pas les joueurs. Parfois, il y a des joueurs qui sont en baisse dans une période, dans une saison, qui sortent même du basket, s'éloignent, reviennent. On ne sait pas pourquoi, qui ratent des matchs. Nous, on juge juste en disant il a été mauvais. Mais eux, intérieurement, ils savent pourquoi. Donc, nous, on fait juste notre boulot d'analyste et on dit ce qu'on voit. On ne sait pas ce qui se passe derrière, mais on ne saura jamais. Donc, il fait partie de cela. Les médias font leur boulot de lui dire tu n'es pas bon là, ou tu es moins bon là, où tu ne fais pas exactement ce qu'il faut à tel moment. Il a souhaité parler de son histoire, mais on va lui répondre que ton histoire est très touchante. Serre-toi-en pour rendre ton petit frère fier. Serre-toi-en parce que tu n'as pas le droit de baisser les bras, parce que tu lui dois de continuer ce pourquoi il était fier. C'est ce que beaucoup finissent par faire. Beaucoup de joueurs qui tirent, si vous regardez, ils lèvent le doigt au ciel. Beaucoup, c'est parce qu'ils ont perdu quelqu'un de proche qui, pour eux, les regarde et les guide. Steph Curry, sur chaque tir, il lève le truc au ciel. Il sait pourquoi. Il n'y a pas que lui. Il y a plein de joueurs, de sportifs. Quand ils font une action, ils lèvent le doigt au ciel et ils regardent le ciel parce qu'ils savent qu'il y a une douleur quelque part dont ils se servent pour avancer et ils se disent tu me regardes, j'espère que tu es fier de moi. C'est tout ce que moi j'ai à lui dire. Ouais. Que ça l'inquiète vraiment. Mais je crois que l'inquiétude vient vraiment du fait que les Sixers actuellement ont vraiment du mal à accumuler des victoires à l'extérieur. Et ça, c'est vraiment un handicap. Et jusqu'ici, même, les quelques victoires qu'ils ont eu à avoir à l'extérieur ont été grâce à Embiid. Parce que regarde les matchs décisifs qu'ils ont eu à gagner à l'extérieur, c'était les dernières minutes où Embiid faisait des gros matchs dans ces matchs-là. Oui. Donc, du coup, l'inquiétude ne vient pas vraiment du fait à savoir s'ils vont s'en sortir ou s'ils vont jouer les playoffs. C'est clair qu'ils vont jouer les playoffs. Il n'y a même pas de débat là-dessus. Donc, je me dis que actuellement, leur problème majeur, c'est de pouvoir régler ce problème de gagner des matchs sans stresser à l'extérieur. Parce que l'équipe qu'ils ont, malgré le fait qu'il y a beaucoup de débats, si vraiment ils s'entendent ou bien s'ils sont faits pour jouer ensemble, il y a du talent. Ça, c'est clair. Et avec le talent qu'il y a, il n'y a pas de doute que les matchs à la maison, c'est garanti que il y a très peu d'équipes qui peuvent les battre à la maison. Maintenant, le problème, c'est l'extérieur. Mm-hmm. Et c'est là où la présence d'Embiid est vraiment très importante parce que jusqu'à présent, il est le seul qui a vraiment pu le sortir du trou quand ils sont coincés à l'extérieur. Tu vois. Donc, je dirais, grosso modo, il n'y a vraiment pas d'inquiétude en général en ce qui concerne le joueur en particulier, qui veut dire Embiid, parce que bientôt il sera de retour et on connaît déjà ce qu'il peut apporter quand il est vraiment, quand il est focus, quand il est vraiment dans le match. Ça c'est clair. Mais en général maintenant, étant donné qu'Embiid sera hors du paquet pendant un bon bout, s'ils n'arrangent pas le problème de victoire à l'extérieur, là ça risque d'être un problème pendant les playoffs. Parce que
Voilà, parce que si par malheur, pendant le playoff, Embiid a une autre blessure, ou bien il n'arrive pas à être sur le parquet pour une raison ou pour une autre, là, ça sera vraiment un handicap pour l'équipe. Donc, c'est un peu ça, quoi. Alors, dernier point, parce que le Doc ONP, tu as écouté Steve, non? Ouais. Le Doc? Oui. Tu as écouté Steve. Dernière question pour Steve. Steve, tu as écouté notre dernier podcast où on s'est aussi plaint de ses déclarations par rapport à son jeu. Qu'est-ce que tu as à dire? Est-ce que tu n'es pas inquiet sur le fait que Joel Embiid insiste sur le fait que pour jouer le basket de son temps, il doit mettre du Curry, il doit mettre du Kevin Durant, il doit shooter, il doit faire tout, il doit jouer, bref, il doit faire un peu de tout en fait. Alors que les anciens militent pour qu'il domine, pour qu'il utilise ses forces, c'est-à-dire de dominer à l'intérieur. Comment est-ce que tu réagis à ça? Ok. Bon, déjà, je respecte l'opinion de tout le monde. Ça, c'est clair. Je comprends que chacun a sa... C'est un peu comme dans le monde de la NBA. Tout le monde aura son opinion par rapport à Joel Embiid. On a entendu les Shaq parler, on a entendu les Barkley et tout, donner leur opinion. Donc, moi, je respecte l'opinion de tout un chacun, mais quand on regarde ça sur un point un peu réaliste, parce que les gens ont tendance à regarder Embiid juste sur le présent. Il y a beaucoup de gens qui ne considèrent toujours pas d'où il vient et comment est-ce qu'il a fait pour arriver où il est aujourd'hui en NBA. Et c'est un peu ça qu'il a essayé d'élaborer dans son article, parce que j'ai eu à lire l'article. Mm-hmm. Bon, quand il mentionne les Curry, il mentionne les Kevin Durant et tout, c'est comme les gens qu'il observe actuellement, au lieu de regarder les gens comme les Hakim et tout. C'est pas pour dire qu'il ne veut plus jouer pivot. C'est pas ça, ce n'était pas ça sa raison. Il a dit, ce que les gens ne comprennent pas actuellement, c'est que le basketball a changé. On n'est plus à l'époque, on n'est plus dans les années 90, où un pivot pouvait transformer, faire ce qu'il veut d'un match. On a vu ça avec les Hakim, on a vu ça avec les Shaq. Aujourd'hui, ce n'est plus ça. Aujourd'hui, c'est quoi? C'est un pivot doit être capable de produire des points à n'importe quel angle du terrain. Mm-hmm. Et on voit beaucoup de ça avec des joueurs, avec les autres pivots que l'on considère nettement inférieurs à Embiid. Pas parce qu'ils ne sont pas bons, non. C'est parce qu'ils veulent cela jouer à la old school, à la manière des Shaq et des Hakim. C'est qui n'est pas possible aujourd'hui. Pourquoi? Parce que le basketball d'aujourd'hui a été tellement développé que il y a beaucoup de comment dire. En fait, bon, je vais prendre un exemple. À l'époque, les Shaq pouvaient faire ce qu'ils faisaient. Pourquoi? Parce que on se basait beaucoup plus sur gagner le match. Mm-hmm. Et la manière importait peu. Mm-hmm. Donc, tant qu'ils avaient un joueur qui peut faire la différence sur un match, tout se jouait sur lui. Mm-hmm. Et si le joueur là pouvait être productif, tant mieux, on gagne le match. Mm-hmm. Donc, aujourd'hui, ce n'est plus ça. Aujourd'hui, même le sport en général, même pas seulement le basket, c'est un peu comme les maths. Mm-hmm. Donc, il y a des calculs qui entrent en jeu. On sait que bon, tel joueur est bon sur tel style de jeu. Pendant des semaines et des mois, on trouve des moyens pour bloquer ce joueur. Mm-hmm. Tu comprends? Donc, si Embiid n'a qu'une seule manière de jouer, si tout ce qu'il fait, c'est se placer au pivot et attendre le ballon et se retourner et dunker, à un moment donné, on va trouver une solution à son jeu. Et c'est ce qu'on a fait pendant les 2 dernières années. Oui. Tu vois, donc, ce qui fait qu'il se retrouve toujours en situation où il produit beaucoup de turnover. Actuellement, oui. Dans son équipe, il est le joueur qui produit le plus de turnover. Pourquoi? Parce qu'on veut qu'il soit juste sur une position. Et quand il est sur une position, il se retrouve avec 2-3 joueurs sur lui. Tu vois? Et là, il n'arrive plus à jouer. Donc, pour qu'il soit vraiment productif, pour qu'il puisse vraiment être le joueur qu'on attend qu'il soit, s'il veut vraiment marquer les 35 points comme les Shaq disaient, dans le basketball d'aujourd'hui, il ne peut pas le faire en jouant rien que pivot. Ça, pour quelqu'un qui regarde le basketball aujourd'hui, il va comprendre exactement ce qu'est Embiid dit et il a parfaitement raison. Tu comprends ce que je veux dire? Ouais, non, il faut qu'il soit... Ah bon, on ne dit pas qu'il doit devenir Steph Curry ou bien Kobe Bryant. Bah non, on dit juste que bon, il doit varier. Il se retrouve coincé sur le poste de pivot, il peut aussi se retrouver sur la ligne de 3 points et faire 1 ou 2-3 points. Ça va toujours l'aider. Il peut se retrouver sur, je sais pas, en mid-range et faire 2 ou 3 points en mid-range. Ça aide toujours l'équipe, tout un peu. Voilà, mais s'il ne peut pas faire ces choses-là, dès qu'on le bloque sur le poste de pivot, bah, il est fini. Alors, il n'y a plus d'Embiid sur le parquet.
Je pense que ça rejoint un peu, juste un peu, hein, ce que le point de vue du Doc ONP. Le Doc va réagir à ce que tu as dit, Missy, qui va réagir en dernier. Après, on va passer à Pascal Siakam, le retour de Pascal Siakam cette semaine. Le Doc ONP, comment est-ce que tu réagis à ce que tu as entendu de la part de Steve? Ouais, c'est un bon point de vue. C'est un bon point de vue, c'est ce qu'on dit un petit peu, hein.